Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 2 heures d'émission Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi et demi. Vous avez maintenant l'habitude, vous nous retrouvez, une émission où l'on entend des témoignages, où l'on apporte des explications, des analyses sur la situation et vos interventions évidemment. 0826 300 300. Dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir José Bové, grande figure de l'écologie. Question à José Bové sur la réforme des retraites. Est-ce qu'il va manifester? Est-ce qu'il participe? Question sur les retenues d'eau, sur Emmanuel Macron lui-même, sur les violences. Nous allons parler de tout cela avec José Bové. Si vous avez des questions à lui poser, 0826 300 300. À 10h45, précision sur le prix de l'eau justement. Emmanuel Macron demande une généralisation de la tarification progressive de l'eau. Plus on consomme, plus l'eau est chère. Certaines communes appliquent cette tarification progressive. Des exemples donc tout à l'heure. Et là encore, vous témoignez. 11h, 12h, débat sur la personnalité et les choix d'Emmanuel Macron. Le président de la République cristallise les colères. Pourquoi est-il vraiment méprisant? Se soucie-t-il des difficultés des Français? Nous poserons la question, nous réfléchirons tous ensemble avec nos invités. Et là encore, j'attends vos témoignages. 0826 300 300. À 12h05, tout savoir sur le Conseil constitutionnel. Sa composition, le temps d'examen de la réforme des retraites. Pour expliquer et préciser, là encore, il est 10h32. Dans quel monde vit-on, comme tous les jours, avec Félix Mathieu? Félix, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. 10,3% de la population vivante en France est immigrée. Une estimation de l'INSEE. Oui, 7 millions de personnes nées à l'étranger vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population. C'était 6,5% en 1968, précise l'Institut statistique. Plus d'un tiers, 36% de ces personnes ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. Les origines, elles, se diversifient. Là où les immigrés étaient surtout originaires d'Europe du Sud, il y a 50 ans, ils viennent désormais principalement du Maghreb, d'Afrique ou d'Asie. Le nombre d'immigrés venant d'Espagne ou d'Italie a baissé en 10 ans, 531 000 personnes, soit 12 000 de moins qu'en 2011. Quant au contraire, les habitants issus de l'immigration maghrébine sont passés d'1 063 000 à 2 millions sur la même période. Les femmes représentent désormais la moitié, 52% de cette population contre 44% en 1968. L'immigration se concentre dans les grandes agglomérations, précise l'INSEE. 20% de la population parisienne est immigrée, 32% en Seine-Saint-Denis. Il est 10h33, merci d'être avec nous. Nous avons la chance de recevoir José Bové, j'en suis très heureux. José, bonjour. Bonjour. Comment ça va sur le Larzac? Sur le Larzac, s'il y avait un peu plus de pluie, on a les nappes phréatiques très très basses. Oui. À Nantes, la source qui alimente le secteur est vraiment très basse. Et donc, c'est une vraie inquiétude, malheureusement, comme beaucoup d'endroits en France et d'autres dans le monde. Évidemment, préoccupation majeure, ce manque d'eau, cette pénurie d'eau, cette sécheresse, évidemment, qui nous guette tous. José Bové, est-ce que... on va parler de la situation actuelle, et je suis très heureux donc de vous recevoir sur Sud Radio ce matin. José Bové, est-ce que vous allez manifester lors des manifestations contre la réforme des retraites ? Alors, je suis tout à fait solidaire. Malheureusement, j'ai pas pu y participer, mais j'ai effectivement soutenu et je soutiens à ma manière aussi la mobilisation parce que je crois que on ne peut pas ne pas écouter 90% des salariés qui remettent en cause cet âge de 64 ans et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a de la part du gouvernement un refus de discuter avec les organisations syndicales. Et ça, je pense que c'est très dangereux par rapport à la démocratie dans notre pays. Vous êtes inquiet, là, José ? Écoutez, je suis inquiet parce que je sens qu'il y a un isolement de plus en plus important du pouvoir dans notre pays et que cet isolement peut entraîner à la fois de la révolte et qui est légitime, et en même temps aussi des gens qui vont se dire puisqu'on ne peut plus rien faire, allons aux extrêmes. Et ça, je pense qu'effectivement, M. Macron a une très large responsabilité dans cette situation.
Bien, José Bové, certains, les plus jeunes, ne vous connaissent pas bien. Alors j'ai demandé à Félix Mathieu de dresser un petit portrait de vous. Vous avez été l'un des dirigeants emblématiques de la Confédération paysanne. Je crois l'un des fondateurs, hein, José? Tout à fait. En 1986-87, j'ai effectivement fait partie du premier secrétariat national de la Confédération paysanne. Puis ancien député, eurodéputé écologiste, vous vous êtes notamment illustré. Alors, évidemment, on connaît votre combat contre la malbouffe, Félix Mathieu. Oui, en août 1999, José Bové démonte un McDo en construction à Millau, entouré de producteurs de Roquefort. Il s'en prend à un symbole de la mondialisation. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. L'une des grandes causes du dirigeant de la Confédération paysanne fut la lutte contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Avec ses faucheurs volontaires, il prône la désobéissance civile en arrachant des plantations expérimentales. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM n'en veulent pas. Cet arrachage de maïs le conduit même en prison, d'où il ressort triomphalement dans cette autre archive INA d'août 2003. 14h pile. Un José Bové un peu amaigri et très ému passe la porte de la maison d'arrêt. Depuis 6 semaines, certains sont venus manifester leur soutien tous les soirs. Les premiers mots du leader syndical sont donc pour eux. Les panneaux multicolores ont absolument égayé l'enceinte de la prison, dans une cellule qui donnait face à un mur. José Bové, acclamé au grand rassemblement altermondialiste du Larzac en 2003 à la sortie de prison. Il a aussi embrassé, parmi beaucoup de causes, la cause de la Palestine en allant au palais présidentiel de Yasser Arafat dans Ramallah, assiégé en 2002 pour une sorte de bouclier humain autour de l'autorité palestinienne. José Bové, qui était joint par France 2 à l'époque, on l'entend mais très faiblement, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il s'est lancé en politique aussi avec une candidature à la présidentielle de 2007. Ainsi José Bové, je dirais non. Voilà. Ainsi José Bové, je dirais non. José n'est pas mauvais. Voilà, il a aussi siégé sur les bancs écologistes, donc après les élections européennes de 2009. Plus récemment, José Bové est revenu à ses premiers engagements en combattant, figurez-vous, un fromage industriel commercialisé par Société Fromage qui, selon lui, ressemblait un peu trop au Roquefort d'origine protégée. Tous ces combats, José. Eh ben oui, c'est des bons souvenirs. Tout ça, ce sont des très bons souvenirs. Oui, j'ajouterais la lutte contre les gaz de schiste. Hein. Je crois que ça a été un combat très important, oui. Parce que ça a uni à la fois toutes les populations des régions concernées, à peu près tout le sud de la France, et notamment chez nous, sur le Larzac, mais dans la vallée de la Dourbie. Oui. Et je crois que ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a réuni des dizaines de milliers de personnes dans la non-violence, avec tous les élus de tous bords, et je crois que c'est ce qui a fait reculer le gouvernement. Alors ça, c'est très intéressant. Vous avez raison, c'était un combat très intéressant. Les élus de tous bords, toute la population qui était contre ces gaz de schiste. Et justement, José Bové, j'ai Claudine, qui est à Niort, dans les Deux-Sèvres. Évidemment, les Deux-Sèvres, hein, on pense à Sainte-Soline. Claudine, qui a une question à vous poser. Claudine, bonjour. Oui, bonjour Jean-Louis Bourdin, bonjour Monsieur Bové. Moi, j'ose plus me dire écolo, hein, parce que bon, j'ai jamais été revendiqué à ce point-là, mais quand même, vous ne pensez pas quand même que la direction que prennent les écolos par rapport à ce que vous défendiez devient un peu outrancier et déborde un peu sur des choses qui sont pas très correctes quelque part. Trop de violence, vous voulez dire, Claudine ? Trop de violence et puis des dérives, sectaires qui sont, de mon point de vue, dangereuses. José Bové, c'est intéressant cette question. Écoutez, moi, alors c'est vrai que j'ai été élu pendant 10 ans, j'ai siégé au Parlement européen avec le groupe des Verts européens, donc de tous les pays d'Europe. Je n'ai personnellement jamais été adhérent
du parti écologiste dans la mesure où je viens de la société civile et je suis rentré comme syndicaliste. Néanmoins, après, je pense que ce qui est important et qui est le fond du combat des écologistes qui sont en association ou en parti politique, c'est bien la question aujourd'hui du climat, de la biodiversité et du partage des ressources. Donc sur ces questions-là qui sont pour moi les questions fondamentales, je ne suis pas en désaccord évidemment avec Europe Écologie Les Verts. Après, chacun peut avoir sur plein de sujets de société des désaccords, et moi le premier. Mais ce qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est qu'il faut que tous ceux qui se battent contre le réchauffement, pour la biodiversité et le partage des ressources, effectivement, mènent ce combat et que ce soit ça le combat principal. Oui, est-ce que là, par exemple, la violence exprimée à Sainte-Soline, est-ce que vous comprenez, vous soutenez cette, je sais pas, il y a des comportements extrêmes, est-ce que ces comportements extrêmes desservent la cause écologiste? Alors je dirais que dans beaucoup de mouvements, aujourd'hui à travers le monde, pour la défense de l'écologie et des sujets que j'ai abordés avant, très clairement, les mouvements au niveau international sont des mouvements non violents qui, de plus en plus, mettent en œuvre des actions de désobéissance civile. Je viens de lire ce matin, tout à fait incroyable, le rapport de Michel Forst, qui est le rapport des Nations Unies pour la défense de l'écologie et des mouvements écologiques, et il donne une très bonne définition de ce qu'est la désobéissance civile: agir de manière publique, agir de manière non violente, assumer ses actes, et y compris assumer les actes et les risques de poursuites judiciaires, voire de prison éventuellement. Alors je dirais que ça, c'est la majorité des mouvements. Mais on a un problème aujourd'hui, c'est que on voit bien l'État qui impose une surenchère dans les forces de l'ordre, le monde de forces de l'ordre, de manière disproportionnée. Et face à ça, eh bien, l'État est légitimé, je dirais, par ceux qui prônent la réaction violente face à la violence de l'État. Et là, on rentre dans une spirale invraisemblable. Et je crois que ce qui est important, c'est que quand on définit une stratégie d'un mouvement contre les bassines, parce que je pense que c'est un combat juste, eh bien, il faut affirmer que la seule ligne juste et acceptable, c'est la non-violence et la désobéissance civile, et qu'il ne faut pas accepter cette idée que toutes les tactiques peuvent se mettre en place en même temps. Si on est dans une stratégie d'action non-violence, on ne peut pas dire, eh ben, on accepte aussi que d'autres aient des stratégies d'action violente sur les personnes et de rapport de force qui amènent cette situation insupportable qu'on a vue à Sainte-Soline, où il y a eu à la fois de la violence de certaines manifestations, de certains manifestants, et de l'autre côté, une utilisation, on va dire, disproportionnée d'armes, grenades, etc., mais d'autres, certaines qui sont classées administrativement comme des armes de guerre. Donc je crois que là-dessus, la violence des deux côtés s'auto-alimente et je dirais fait passer au second plan le combat fondamental pour le partage de l'eau. Et là, je crois qu'il faut être très clair. Quand on organise une mobilisation, il faut dire on refuse de participer à ce qu'il puisse y avoir une participation soi-disant dans des tactiques divergentes et opposées. En même temps, ça, je crois qu'il faut réaffirmer la force de la non-violence et de la désobéissance civile dans les mobilisations. Est-ce que, José Bové, vous dites par là que la violence de certains extrémistes, activistes extrémistes, dessert la cause de l'environnement, de la défense de l'environnement? Alors, je dirais que l'utilisation de cette force contre la force, entre guillemets, de l'État sert, je dirais, plutôt le modèle inverse, c'est-à-dire justifie la logique de l'État plutôt que de poser le problème et de gagner les batailles. Donc je dirais que c'est absolument contre-productif et que ça peut amener aussi beaucoup de gens à se poser la question de leur participation à des manifestations qui sont populaires et qui réunissent de plus en plus de monde. On a déjà vécu la même chose il y a 50 ans, en 1977, contre la construction de la centrale de Creil-Malville,
où il y avait eu malheureusement un mort, Vital Michalon, et ça avait cassé complètement le mouvement antinucléaire à ce moment-là. Et je ne voudrais pas aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette situation où certains refusent de condamner la violence parce que, somme toute, ça serait pas bien, ça serait pas correct. Non, je crois qu'il faut être très clair sur les stratégies de mobilisation, sur les stratégies d'action. Le mouvement doit être non violent, à visage découvert, on assume, même si on fait des actions illégales, c'est l'objectif de la désobéissance civile et c'est reconnu même au niveau des Nations Unies comme étant une forme, y compris si on arrache des OGM, même si on coupe un tuyau, etc., eh bien c'est reconnu aujourd'hui comme des actions qui sont des actions légitimes de désobéissance civile. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on gagne ces combats parce qu'on sait bien que le réchauffement climatique avance de manière inéluctable et qu'il faut lutter contre tous ces effets et contre toutes les dérives du modèle industriel. Alors, vous continuez à vous battre pour ne pas bouffer de la merde, hein, je le sais, José Bové, mais vous continuez aussi à manger de la viande. Je vous dis ça parce que il y a aussi tous ces débats avec les spécistes et les antispécistes. Enfin bon, vous continuez à manger de la viande. Écoutez, moi j'ai toujours été quelqu'un qui essayait de manger local, qui était éleveur, j'étais éleveur, oui, je fabriquais du fromage, et donc j'ai élevé des agneaux, et ces agneaux, évidemment, terminent dans l'assiette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fromage sans agneau ou sans veau. Donc pour moi, ce débat n'est pas un débat. Je veux dire que si quelqu'un veut manger végétarien, ça ne me pose aucun souci, et manger de la viande certains jours de la semaine ou à certains repas ne me pose pas de problème puisque je le fais moi-même. Mais derrière ce débat, derrière les antispécistes, on a un véritable combat de société avec une dérive, on va dire, totale sur le fait que les gènes se valant tous les uns les autres, que ce soit ceux d'animaux, d'humains et tout ça, on peut à la fois les modifier et à partir de là, eh bien, on est sur une forme d'eugénisme et de société artificielle. On voit bien ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec la viande de synthèse en laboratoire. Tout ça devient très dangereux. Donc le rapport aux animaux est un rapport fondamental, évidemment leur mode d'élevage, mais je dirais aussi le rapport à la mort qui dans nos sociétés est complètement évasé. Donc je dirais que c'est fondamentalement quelque chose qui est d'un ordre qui n'est pas que philosophique, mais qui pose vraiment un rapport de société. Merci beaucoup, José Bové. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h47. Vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant, nous allons parler de l'eau, de la tarification de l'eau. Et nous allons partir à Grabel, c'est à côté de Montpellier, rejoindre le maire, René Révol, qui est vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué à la gestion raisonnée, écologique et solidaire de l'eau et de l'assainissement. A tout de suite. Il est 10h48. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51. Nous sommes avec René Révol, le maire de Grabel, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole. René Révol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le président de la République a présenté son plan eau hier. Parmi les mesures, une généralisation de la tarification progressive de l'eau. Vous avez mis en place cette tarification progressive de l'eau sur votre commune, mais pas que sur votre commune, plusieurs communes de l'agglomération du Grand Montpellier. René Révol, comment ça fonctionne ? Les premiers mètres cubes sont gratuits ? Oui, alors le principe qui a été adopté est simple. Il faut qu'on réponde à deux objectifs. Premier objectif, faire que l'eau potable soit accessible à tous, quelle que soit leur situation, parce que c'est un bien fondamental pour la vie humaine. Oui. Et deuxièmement, faire que, comme on est face à un changement climatique qui exerce une grosse pression sur cette ressource, faire que tout le monde ait un comportement responsable et qu'on économise au maximum l'eau. Donc pour ça, on fait les 15 premiers mètres cubes gratuits, pour tous les abonnés individuels. Et puis ensuite, c'est progressif, 95 centimes jusqu'à 120 mètres cubes. Et puis ensuite, il y a des tranches jusqu'à 240 et au-delà
pour faire que le prix soit incitatif à ce que les gens fassent des économies d'eau. Voilà. Alors, le problème, c'est que de nombreux Français ne connaissent pas le montant de leur facture d'eau, ne font pas trop attention au montant de leur facture d'eau, ce qui fait qu'ils ne font pas attention au gaspillage de l'eau. C'est une réalité, René Révol. Et puis il y a des Français qui ont des difficultés pour les fins de mois et qui, eux, font attention au prix de l'eau. Mais une famille nombreuse va consommer plus d'eau qu'un célibataire. René Révol, comment faites-vous pour trouver un équilibre? Nous n'avons pas accès à la composition des ménages. Mais on a un peu regardé de près la consommation des différentes familles. Quand on regarde, on fait des échantillons, je l'ai fait moi-même sur ma propre commune, et je m'aperçois qu'en fait, la principale dépense d'eau supplémentaire ne vient pas du fait qu'il y ait une famille nombreuse et que cette famille nombreuse doit se laver tous les jours. La vraie cause de la surconsommation, en tout cas dans nos régions du Sud, c'est les piscines, c'est le lavage des voitures, c'est l'arrosage des jardins. Il y en a certains qui se croient en Angleterre ici, donc il faut faire attention. Donc il faut que tout le monde comprenne que c'est pas possible de fonctionner comme ça et que l'eau est rare. Donc je m'aperçois d'ailleurs que depuis qu'il y a eu une médiatisation, d'abord localement, puis maintenant nationalement avec cette initiative du président de la République, beaucoup de gens se mettent à ressortir leurs factures et regardent ce qu'ils consomment. Et ils commencent à en prendre conscience. Et puis l'objectif, si vous voulez, c'est que dans un premier temps, pour les premières consommations, les premiers mètres cubes indispensables, à la vie humaine, eh bien, le prix va baisser, puisque les 15 premiers mètres cubes sont gratuits, qu'ensuite le prix baisse un peu, et il augmentera au fur et à mesure que vous consommez. Donc ça entraîne une responsabilité de chacun, et on incite par là même toutes les copropriétés, les vieilles copropriétés où il y a des compteurs collectifs et tout ça est dans les charges sans que les gens le vérifient, eh bien il faut qu'on installe des compteurs individuels partout pour que tout le monde puisse mesurer sa consommation. Évidemment, des compteurs individuels partout. Sabine est à Gignac, dans l'Hérault. C'est pas tout à fait dans le même coin que Grabel, mais c'est dans l'Hérault. Sabine, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser, Sabine. En fait, j'ai deux questions. Donc, je connais Monsieur le maire. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Oui. Déjà, bonjour, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bonjour, Sabine. Et Monsieur Bourdin, pareil, donc ça va. Ça va, Sabine. Vous êtes en terre connue, là. Ça va. Voilà. Juste deux questions. La première, est-ce que en faisant l'incitation, effectivement, à l'économie d'eau, est-ce que les taxes vont être alignées sur la consommation? Je m'explique. Actuellement, l'eau nous coûte très cher, non pas pour ce qu'on consomme, mais pour les taxes que nous payons. Quand on regarde la facture, puisqu'on disait que les gens ne regardaient pas trop, moi je fais partie de ceux qui grattent un petit peu le truc, quand on consomme 3 mètres cubes et qu'on paye presque 80 €, il n'y a que des taxes. Il y a beaucoup de taxes. Est-ce que René Révol, les taxes vont être concernées? Alors il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Il y a premièrement l'abonnement. Oui. Tout le monde est abonné. Or, selon les collectivités, l'abonnement est plus ou moins faible ou fort. Chez nous, il est assez faible. Il est de 18 €. Oui. Donc, et à d'autres endroits, l'abonnement est beaucoup plus élevé. Alors, vous êtes abonné, même si vous n'avez pas consommé une goutte d'eau, vous payez votre abonnement. Donc, il faut absolument que l'abonnement soit tout à fait faible. Il faut que les gens s'abonnent pour qu'il y ait une responsabilité de l'abonnement, mais il faut que ce soit le plus faible. Ça, c'est pas une taxe, c'est la collectivité qui est en charge de l'eau qui la décide. La deuxième chose, les taxes, vous avez la TVA sur l'eau et l'assainissement, et puis vous avez les redevances à l'agence de l'eau qui sont pour la mutualisation. Alors, tout ça, c'est déterminé par l'État. Donc si par exemple l'État décidait par exemple que l'eau potable est un bien fondamental à la survie humaine et qu'il ne devrait pas y avoir de TVA à 0% sur l'eau potable, c'est pas voilà, donc on pourrait très bien décider ça. Mais ça c'est pas de notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'État qui fixe les taxes. Voilà, Sabine. D'accord. Responsabilité de l'État qui fixe les taxes, oui. D'ailleurs, c'est une bonne question à poser dès que je recevrai l'un des ministres de cette République, de notre République. Tout à fait. Hein, c'est une bonne question. Merci Sabine, dans tous les cas. Et merci René Révol. Merci à tous les deux. Au revoir. Il est 10h56. L'eau, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. Dans un instant,
débat autour du président de la République. Parce que je le remarque, je l'entends, je le lis, je le vois, toute la colère est maintenant cristallisée en grande partie sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Alors, a-t-il changé ? Est-ce que vous pensez qu'il a changé, Emmanuel Macron ? Sa personnalité et ses choix. Le président de la République cristallise les colères. Pourquoi est-il méprisant, vraiment ? Se soucie-t-il des difficultés des Français ? Vous allez en parler avec nous, avec nos invités. Entre 11h et midi, débat sur Sud Radio, 10h57. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Nous allons nous interroger sur la personnalité d'Emmanuel Macron, mais plus encore que sa personnalité, ses actes. Et évidemment, Emmanuel Macron qui concentre beaucoup de colère. Pourquoi son charme et son talent ont séduit ? Ça agace plutôt aujourd'hui. Pourquoi ? Est-ce que c'est pris pour du mépris ? Est-ce un réel mépris ? Est-il méprisant, peu soucieux des difficultés des Français ? Nous allons parler de tout cela. Je regardais le dernier sondage, 26% des Français lui font confiance, 50% ne lui font pas du tout confiance. 26%, c'est un peu son socle électoral, encore, qu'il conserve pour l'instant. Il est 11h04. Allez, nous allons débattre de tout cela avec nos trois invités qui sont avec nous. Et j'en suis très très heureux. Par ordre alphabétique, Jean Garrigue, qui est historien, auteur de La Tentation du Sauveur aux éditions Payot. Bonjour. Jacques Isabello, qui est communicant, cofondateur de l'agence Coriol Link. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Claude Mailly, secrétaire général, ancien secrétaire général de Force Ouvrière. J'allais dire secrétaire général de Force Ouvrière. Non, c'est fini. Non, mais c'est fini. C'est fini. Tiens, un mot. Sophie Binet, vous la connaissez évidemment, oui. Élue à la tête de la CGT. Sophie Binet, cadre. Oui. C'est étonnant, la tête de la CGT, non ? Oui, c'est nouveau. Vous savez, comme ça arrive parfois, quand vous avez deux candidats ou candidates qui s'affrontent et qui sont à 50-50, la solution, c'est d'aller chercher un ou une troisième. Oui. C'est ce qui s'était passé avant le congrès avec Louis Vianney, au départ de Louis Vianney. Mais là, oui, c'est quelqu'un d'intelligent. Non, je pense que pour la CGT, c'est un bon choix. Il va falloir qu'elle recolle les morceaux. Oui, parce que là, oui, Jean Garrigue. Non, mais à court terme, c'est le symptôme d'une crise, c'est quelque chose qui va les affaiblir, y compris maintenant dans le dialogue avec le pouvoir, enfin éventuel, parce qu'il va être difficile. Mais à long terme, ça peut être effectivement, comme le dit Jean-Claude, ça peut être une chance, parce qu'elle a un profil complètement nouveau, c'est une nouvelle génération, c'est la première femme secrétaire générale de la CGT depuis 1895, donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Puis elle porte un certain nombre de thématiques féministes, égalitaires, qui sont quand même dans l'air du temps pour remobiliser un peu une partie des travailleurs, même si c'est plus tout à fait ça, parce que le premier parti des travailleurs aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Enfin, voilà, il y a un élément là pour je pense, pour moderniser la stratégie de la CGT, ça peut être intéressant pour eux. Bien, nous verrons bien. 11h06, parlons d'Emmanuel Macron. Et je voudrais accueillir au téléphone Sabrina Ali Ben Ali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes urgentiste à domicile. Je voudrais préciser que vous êtes proche de la France Insoumise, vous êtes militante, vous êtes une révoltée, Sabrina, disons clairement les choses, et ça se lit à travers vos tweets. Je vous lis. Si vous saviez, Monsieur Macron, les gens comme ils sont courageux. Je viens de chez une dame de 94 ans en fin de vie à domicile. La nuit, elle crie, elle gémit. Déjà 10 minutes de ses larmes mutiques pendant ma visite. Mon cœur se serrait. C'était horrible à entendre ces pleurs de vieille dame qui n'arrive plus à parler, juste à crier de souffrance agonisante. Sa fille se lève à 4 heures du mat chaque nuit, lui donner des calmants en gouttes. Le lendemain, elle est au boulot, comme chaque matin, et elle ne dit rien. Alors, Monsieur Macron, je vous le dis, c'est vous qui nous lancez un appel à la violence. Personne n'a goût à faire mal, personne n'a goût à la violence gratuite, mais quelle porte de sortie nous offrez-vous? Aucune. Je m'arrête là, dans la lecture de vos tweets. Sabrina, vous êtes une révoltée. Qu'avez-vous envie de dire à Emmanuel Macron ce matin? Écoutez, j'ai envie de lui dire ce que je lui ai dit dans ce tweet que vous citez. C'est-à-dire que je crois que M. Macron, il ne tiendrait pas un mois
dans la vie quotidienne d'une aide-soignante, dans la vie quotidienne d'un éboueur ou d'une aide à domicile ou d'une caissière. La vie des gens, c'est ça en fait. Ils nous traitent de feignants, ils nous méprisent, etc. Sauf que les gens ne sont absolument pas ce qu'ils croient et que, de fait, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour tout le monde, en plus de l'inflation galopante qui fait qu'aujourd'hui plus personne ne remplit son panier, et que il n'est pas question, comme il le dit lui-même pour tenir sa promesse au marché financier, de toujours nous faire payer nous, de toujours faire payer les travailleurs en fait. Les gens, ils font déjà tout, malgré la maladie, malgré la dureté du travail, malgré l'inflation, avec tout ce qu'il faut faire à la maison, les papiers et les services publics qui délitent et qui demandent aux gens de plus en plus de donner d'eux-mêmes pour compenser ces manques-là. Les gens sont courageux, ils se lèvent tous les jours, ils vont au boulot, ils disent non après non sur la réforme des retraites en manifestation tranquillement. Monsieur Macron, il nous dit quoi? Il nous regarde et il nous crache dessus, littéralement. Mais on n'est pas du bétail. On ne peut pas juste marcher un mardi après-midi par semaine tranquillement sans lui créer de troubles. En plus, ils nous regardent et ils disent que vous soyez 200 ou que vous soyez 3 millions, j'en ai rien à foutre de vous, c'est moi qui décide. Bah non, monsieur Macron, en fait. Si Macron, il n'est pas là pendant 2 jours ou 3, il ne se passe rien dans le pays. Si nous tous les matins, on ne se lève pas, le pays, il marche plus. Donc ce pays, s'il tourne, c'est grâce aux travailleurs. Donc il faut qu'il ait un peu de respect pour les travailleurs. Vous pensez qu'il ne vous respecte pas? Vous pensez qu'il ne vous connaît pas? Vous pensez que, je ne sais pas moi, il ne prend pas conscience de ce que représentent celles et ceux qui sont au quotidien au travail? Ah ben bien sûr, les deux. Non seulement ils ne nous respectent pas, je veux dire 73% de la population est contre cette réforme et 90% des actifs. Donc c'est-à-dire quasi tous les actifs, tous les gens que ça va concerner. On lui dit poliment, gentiment, tout le monde use des moyens pacifique pour exprimer son mécontentement, parce qu'il passe en plus en force à l'Assemblée nationale. On a tous élu des gens à l'Assemblée pour porter nos voix, et lui dit, même eux, je m'en fiche et je vais faire passer article derrière article pour vous imposer mon rapport de force coûte que coûte. Donc non, ça c'est pas respectueux. C'est absolument pas respectueux. Et bien sûr qu'il ne connaît pas la vie des gens. Monsieur Macron, c'est quand la dernière fois qu'il a attendu un bus dans sa vie? Est-ce que ça lui est déjà seulement arrivé? Non, il ne connaît pas la vie des gens. La moitié de ce gouvernement est millionnaire. Les gens, ils vivent avec 1100 balles par mois. Au 15 du mois, la moitié des gens sont à découvert. C'est quoi les parents qui s'engueulent le soir parce que, au lieu de passer du temps avec leurs enfants, ils essayent de savoir comment ils vont sortir à la fin du mois? Donc non, Macron, il la connaît pas, la vie des gens. Leurs vacances sur les yachts, il part en hélicoptère et il fait des allers-retours au ski en 48 heures. C'est pas ça, la vie des gens. La vie des gens, c'est la galère. Et les gens n'en peuvent plus de galérer, alors qu'il y en a les mêmes qui se gavent tout le temps. Bien, coup de colère. Bon, ben merci Sabrina Lebenali, parce que je voulais que nous écoutions Sabrina, parce qu'elle est la porte-parole de nombreux Français qui ne comprennent plus l'attitude et la politique d'Emmanuel Macron. Et nous sommes là, justement, pour comprendre. Vous réagissez, Jean Garrigue? Oui, alors... Si on examine les choses de manière objective, on voit que cette réforme, cet âge pivot à 64 ans, ça serait au fond par rapport à l'âge d'aujourd'hui qui est à peu près 63 ans. On n'a pas une réforme qui remet en péril tout l'édifice de notre État-providence. On peut dire aussi qu'Emmanuel Macron n'a jamais véritablement insulté les Français ou fait preuve de mépris de manière caractérisée, de manière objective. Mais ce qui compte, c'est la perception. Et là, ce qui compte dans la perception de cette dame, c'est effectivement qu'elle ressent comme une politique qui est sourde aux revendications populaires, une politique qui n'a pas effectivement écouté même la représentation nationale en utilisant le 49.3. Cet exemple du 49.3, il est révélateur, parce que le 49.3,
c'était la 100e fois qu'on l'utilisait sous la Ve République. Il est tout à fait légal, institutionnel. Michel Rocard l'a utilisé 28 fois, mais il est ressenti aujourd'hui, dans ce contexte d'intransigeance et d'obstination du président de la République, il est ressenti comme un affront. Il est ressenti comme quelque chose d'irrespectueux vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis du peuple. Alors nous nous poserons la question, est-ce que Emmanuel Macron peut continuer à dire non, strictement non, à cette volonté de mettre à bas cette réforme, cette volonté de ne pas entériner cette réforme. Lui maintient, et d'ailleurs il l'a encore fait hier à mots couverts, il maintient les 64 ans, cet âge légal qui cristallise un peu toutes les rancœurs, mais son comportement, aujourd'hui, il est dépassé finalement. Finalement, lorsque je disais tout à l'heure, son charme et son talent ont séduit en 2017, et aujourd'hui ça se retourne contre lui, ça agace. Vous le pensez, Jean-Claude Maillet? Oui, écoutez, quand vous voyez, y compris dans les manifestations, aujourd'hui, d'une certaine manière, le dossier retraite, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a d'autres problèmes. Il y a l'inflation, il y a la sortie de la crise sanitaire, etc. Donc, les gens, c'est à Macron qui s'adresse. Oui, mais oui. Parce que c'est lui qui a initié le projet. C'est pas le Premier ministre ou la Première ministre. C'est lui qui a initié. Donc, c'est lui qui peut siffler la fin de la récré s'il veut le faire à un moment donné, même si c'est pas. Il l'a rappelé hier, c'est pas sa volonté apparemment. Donc il y a une rancœur, et vous savez, quand vous n'êtes pas content, vous manifestez et puis ça ne bouge pas. Oui. Vous avez un mur devant vous en expression, parfois avec des formules provocatrices, inutiles. Quand il s'attaque à Laurent Berger, enfin, on comprend pas, quoi. On comprend pas pourquoi il fait ça, quoi. Je veux dire, quoi. Et donc à partir de là, le mécontentement se transforme en colère, et on en veut à celui qui ne bouge pas. Et on est dans cette situation, et les gens considèrent, beaucoup parlent de mépris. Et quand on parle de mépris, ça veut dire qu'on ne respecte pas les gens. Moi, je considère qu'il a un peu le syndrome du premier de la classe, quoi. Voilà, et qui se surestime. Et quand vous vous surestimez, vous sous-estimez les autres. Voilà. Et en tous les cas, il aurait intérêt. Il donne la sensation qu'il ne prête plus attention. Oui. Qu'il ne prête plus attention à ce que ressentent les Français. Tout à fait. Oui, mais enfin, vas-y, Jean. Mais après, je voudrais donner la parole à Jackie Isabello. Non, mais c'était. Oui. Peut-être Jackie d'abord. Jackie. La révolution à laquelle nous invitait le jeune candidat Emmanuel Macron en 2016 pour faire sa campagne nous ramène finalement à ce que les gens craignaient, les spécialistes de la politique, qui disaient attention, vous voulez dégager la classe politique en place, mais homme politique, femme politique, c'est un vrai métier. Il faut avoir arpenté la France, il faut faire preuve d'empathie, il faut connaître les problèmes du quotidien. Et donc cette modernité qui à un moment nous a séduit, eh bien elle se retourne contre lui, et c'est vrai que s'il n'est pas agriculteur, eh bien Emmanuel Macron a quand même nourri cette colère en distillant au fur et à mesure de son parcours des mots très très durs, des petites phrases, une arrogance, un mépris de celui qui est horticulteur et qui pourrait traverser la route pour trouver un boulot. Et à force d'accumuler, eh bien, les gens expriment cette colère-là. Je pense qu'ils l'ont toujours eu un peu en place, parce que si on reprend les traits d'image qui ont été faits sur Emmanuel Macron depuis très longtemps, ce reproche de l'arrogance, il est arrivé quasiment tout de suite. Et il s'est installé et il s'est ancré. Finalement, Chirac disait, on est toujours le ministre de son premier Marocain. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été ministre de l'Agriculture en premier. On a oublié son premier secrétariat d'État sous Pompidou. Mais il est resté le ministre des Agriculteurs. Emmanuel Macron, il est resté ce président des riches et par extension, ce président extrêmement le ministre arrogant, des startups. Le premier de la classe. Et la colère de votre invité, eh bien, résume un peu tout ça. Elle résume tout ça. Bien, nous allons poursuivre ce débat. On a plein de choses à dire. Il est 11h17. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h20. Bien, merci d'être avec nous. Allez, tiens, Sabrina Ali Ben Ali, écoutez votre conversation, messieurs, et avez envie de réagir. Allez-y, Sabrina. Oui, merci Monsieur Bourdin. C'est gentil à vous de me reprendre une minute. Non, c'est normal. Tout le monde s'exprime. Allez-y. Merci. Je voulais juste réagir au propos de la première personne qui est intervenue. Je suis désolée. Jean Garrigue. Jean Garrigue. Oui. Alors,
oui, évidemment, c'est un mépris. Si ça n'en était pas, ça serait de l'aveuglement et ça serait encore plus grave. Or, je ne crois pas que M. Macron soit incompétent. Je pense juste qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Et ce n'est pas du ressenti, c'est factuel. L'autre jour, à 2h du mat', j'étais en garde. Je suis sortie, j'ai trébuché. Vous savez sur quoi j'ai trébuché? Sur quelqu'un, putain. Sur quelqu'un allongé par terre. Qui a promis qu'il y aurait plus de SDF dans le pays? Il y en a partout. Vous faites Paris en roulant la nuit. Les gens pourraient crever par terre comme des chiens. Il y a des enfants qui sont morts. Chaque année, le collectif des morts de la rue fait un hommage. Un bébé de 18 mois l'année dernière est mort dans les rues de Paris. Alors, c'est pas du ressenti, c'est des faits. Les macronistes, ils sont là en train de nous parler de la violence parce qu'ils ont 3 autocollants sur leur permanence. Mais vous voulez qu'on vous la dise, non, la violence tous les jours? Vous savez ce que c'est, moi, quand on va voir les personnes âgées chez eux et qu'on doit les envoyer aux urgences parce que leur pronostic vital est engagé, qui vous disent non, j'ai plus la force de subir ça? Parce que nos urgences, on peut même plus s'occuper d'eux. Donc c'est ça, la violence. Tous les jours, à l'hôpital, à l'école, la maîtresse de ma gosse qui a un ulcère que son médecin a dit, je vous arrête pour 1 mois, et elle ne le prend pas. Parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Parce que c'est sa santé qu'elle va faire passer avant, ses petits CP, parce qu'elle ne veut pas qu'ils aient de problèmes à l'école et qu'ils prennent de retard. C'est ça, et c'est tous les jours la violence. C'est des gens qui n'ont plus le moyen de partir en vacances et d'emmener leurs gosses. C'est tout ça, la violence. Moi, je travaille aussi à l'hôpital d'Avicenne. J'ai des gens qui arrivent, qui dorment dans leur voiture et qui bossent au McDo la journée. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est pas du ressenti, c'est factuel. Et quand M. Macron il dit « je vais revenir sur mes décisions », c'est pas vrai. Donc là, moi, je vous le dis, quelle porte de sortie il ouvre? Je vous pose juste la question. Dites-moi, qu'est-ce qu'il nous permet pour signaler un désaccord? Même à ses députés, il a dit « si vous votez pas pour moi, je vous vire de mon parti ». Alors, les pros du dialogue et de la démocratie, moi, je vous attends sur cette question-là. Dites-moi, comment il permet à un peuple souverain, je le rappelle, Macron, il est à notre service, c'est pas notre papa, on le paye pour être à notre service, au service des Français. Donc, qu'est-ce qu'il permet? Comment il permet à 90% des gens qui travaillent de lui dire notre désaccord? Bon, merci Sabrina, elle vous pose une question. Quelle réponse doit apporter aujourd'hui Emmanuel Macron? Jean Garrigue. Je pense que pour beaucoup d'observateurs, et j'en fais partie, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas apporté une autre réponse. D'abord, dans un premier temps, pourquoi utiliser ce véhicule législatif Pourquoi ne pas être allé au vote? Pourquoi ne pas être allé au vote? Pourquoi surtout, essentiellement, ne pas avoir négocié véritablement avec les syndicats? Ça s'est toujours fait, d'ailleurs, dans toutes les réformes des retraites, de manière plus ou moins officielle ou officieuse, il y a toujours eu une négociation avec les syndicats. Même quand Alain Juppé avait dû retirer son projet en 1995, il y avait des négociations entre Jacques Chirac, Marc Blondel et Nicole Notat. Il y a toujours eu des négociations. Je reviens d'Italie, où on me racontait comment a été votée la réforme des retraites il y a plusieurs années, où on est arrivé quand même à l'âge de 67 ans. Eh bien, le président du Conseil de l'époque et son ministre du Travail se sont enfermés pendant une semaine avec les 3 principaux leaders syndicaux, et c'est ensemble qu'ils ont conçu cette réforme du travail. L'inverse de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc effectivement, cette dame parle c'est pas simplement du ressenti. Évidemment, on est dans une société fracturée, il y a une violence sociale extrême, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais si vous voulez, ne serait-ce que dans la méthode, effectivement, il y a eu quelque chose, il y a eu un déni de démocratie sociale de la part d'Emmanuel Macron. Oui, d'ailleurs, vous le dites, Jean-Claude Mailly. Vous dites, mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas encore reçu les syndicats? Oui, bien sûr. Écoutez, moi, je sais que dans les pays européens autour, l'Allemagne, etc., les leaders syndicaux de ces pays ne comprennent pas ce qui se passe en France. Ils ne comprennent pas. C'est inimaginable pour eux que si les syndicats demandent à être reçus en Allemagne par le chancelier, ils seront reçus en Italie ou en Espagne, etc. Or là, c'est porte close. C'est incompréhensible. Et moi, je suis frappé en ce moment, même sans parler du fond de la réforme. Beaucoup de choses à dire, mais sur la méthode, je ne vois personne qui me dise que la méthode est bonne. Même ceux qui sont pour le report de l'âge disent qu'il faut changer de méthode. Même le patronat dit qu'il faut changer de méthode. C'est qu'il y a bien un problème. Or ça, ce problème, il est lié à qui? Il est lié au président de la République.
et à personne d'autre, puisque c'est lui qui a la main sur... c'est pour ça que la colère est cristallisée. Bien sûr, c'est pour ça que la colère... Bien sûr. Mais il nous l'avait dit, finalement, quand on revient à ce qu'il nous a promis. Emmanuel Macron nous a dit « Je n'aime pas les corps intermédiaires ». Lorsqu'il a été membre de la commission, non pas Attali, mais encore une autre avant qui s'appelait la commission Darrois, qui a statué sur des changements juridiques, déjà, il avait en tête de casser ce modèle, qui est un modèle qui ne correspond pas à sa culture au sein de l'inspection générale des finances. Et il l'a annoncé tout du long. Et cette promesse... Et là, moi, je ne suis pas homme politique, je ne fais pas de reproches aux Français, mais je leur dis, comme le président vous dit, dans ce dernier programme, j'avais dit que je ferais la réforme des retraites, en 2017, il avait dit, moi, j'aime pas les corps intermédiaires, on va travailler ensemble. Là où il a trahi sa promesse, c'est que cette relation charnelle que les gens pensaient tisser avec lui, eh bien, ces oripeaux ont disparu. On s'est aperçu que cette proximité, elle était tout à fait inexistante. Et aujourd'hui, eh bien, ce village Potemkin d'Emmanuel Macron forme une colère qui peut être préoccupante pour la société. C'est très étonnant parce que il a, on le voit, une conception extrêmement verticale du pouvoir. Oui. Or, c'est quelqu'un qui est le disciple d'un philosophe qui s'appelait Paul Ricoeur, qui a exactement élaboré, si vous voulez, des idées inverses de ça. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut faire participer, que la démocratie doit être active, s'appuyer sur les corps intermédiaires. Emmanuel Mounier, émancipation Mounier. Lorsqu'il fait campagne en 2016, il s'appuie sur les marcheurs, ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire on part du citoyen pour élaborer les politiques publiques. Et il fait exactement l'inverse. Il nous fait une politique un peu à la général de Gaulle, sauf qu'il n'a pas la légitimité du général de Gaulle, et que même le général de Gaulle, à chaque fois, est revenu il a été renversé par le peuple. Il a été renversé par le peuple. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Jean-Claude Maillet. Par rapport à ce que vient de dire Jackie Isabello, moi j'ai été marqué par un journaliste qui est, alors c'était sur une autre radio, mais qui est François-Xavier Bourmeau, qui est accrédité par Le Figaro à l'Élysée. Donc il suit en permanence l'Élysée. Et il expliquait il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, qu'il y aurait eu débat à l'Élysée, savoir s'il fallait discuter, pas discuter, etc. Et que entre ceux qui pensaient qu'il fallait discuter et ceux qui, avec le président, ne voulaient pas discuter. Et la phrase qui serait sortie, moi j'y étais pas, mais j'ai arasé les partis politiques en 2017 et je vais araser les syndicats. Si c'est vrai, c'est bougrement dangereux, y compris pour la démocratie. Si c'est vrai, je dis bien, moi j'étais pas présent dans ce truc, c'est un journaliste sérieux, c'est pas un branquignol, quoi. Donc à partir de là, il faut vraiment être inquiet. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais en responsabilité et que j'avais l'occasion de le voir, on a eu ces discussions, non pas sur araser les syndicats, mais lui, il disait, les syndicats, leur place, c'est dans l'entreprise ou dans l'administration, pas au niveau national. Pour lui, il considérait que c'était l'intérêt général. Ça mérite pour les journalistes, je m'adresse à tous les journalistes qui vont l'avoir face à eux, Emmanuel Macron, une interview vérité, ça serait formidable, où on pourrait lui poser les questions et rentrer vraiment dans la personnalité. Mais vous l'avez déjà interrogé là-dessus. Oui, mais non, pas vous avez complètement. Vu les transformations complètement, mais il est. Moi, je l'ai rencontré des quantités de fois, évidemment, en l'interviewant uniquement. Je suis jamais allé à l'Élysée passer des soirées ou des repas. D'autres le font, mais bon, c'est chacun son style. Mais il est, voilà, quelqu'un qui est très convaincant. Et je me demande s'il est convaincu par ce qu'il dit. Je m'interroge. On ne sait jamais, quand on ressort d'une conversation avec lui, on ne sait jamais si il dit vrai ou il dit faux. Vous vous souvenez, il y avait... Vous confirmez oui. On ne sait jamais. C'est quand même extraordinaire. Dans le temps, il y avait une journaliste dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait Arlette, qui présentait... Arlette Chabot. Non, pas Arlette Chabot, une autre Arlette, Annette Ardisson. Qui est une des premières femmes à présenter une matinale sur France Inter. Et elle a écrit un bouquin, elle dit « Ne vous méprenez pas, tous les hauts fonctionnaires qui, depuis 1974, étaient identifiés par la gauche, parce que la gauche savait qu'elle allait arriver au pouvoir, ils ne sont pas de gauche ou de droite.
ils sont programmés pour monter au pouvoir. Bien sûr. Et donc cette classe-là, Emmanuel Macron la représente complètement. Et donc Julien Drey l'explique extrêmement bien. Julien Drey dit, là où on s'est planté avec Emmanuel Macron, c'est que des jeunes technocrates qui voulaient devenir ministres, qui voulaient prendre le pouvoir, on en a eu plein au Parti Socialiste. Il dit, Attali vous explique que c'est pas vrai. On l'a mis dans une université d'été au Parti Socialiste. Il s'est fait dévorer par les militants. Et puis un jour, on a fait pareil avec Emmanuel Macron, on l'a posé. Et là, il a fait un discours, un truc, et on s'est dit, on a un vrai problème, parce que les gens l'écoutent. Et donc, il a été attiré par cette espèce de promesse en écoutant sa voix, en voyant son reflet dans le miroir, et ce talent oratoire, rhétorique et tout ça, il l'a mis au service d'un projet, mais qui n'est pas un projet, finalement, de répondre aux angoisses, aux obsessions, aux contradictions des Français. Et donc, dans des périodes où c'est très difficile, il peut être très efficace dans certaines crises, mais par rapport à cette empathie dont on a besoin en permanence pour gérer nos contradictions, mais aussi pour nous faire avancer, eh bien la limite macroniste, elle est là, quoi. Bien. Il est 11h31, c'est passionnant, hein, 11h31 de s'interroger sur son comportement, sur son attitude, sur ses choix. Sur ses choix. Là aussi, on va essayer de développer. Il est 11h31. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300. Tout le monde s'exprime ici. C'est Parlons Vrai. Donc, Parlons Vrai avec Eric. Eric est à Albi, dans le Tarn. Bonjour, Eric. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci beaucoup. Bonjour à vos invités. Bonjour Eric, vous êtes traiteur à Albi. Oui, c'est ça. Alors vous dites Emmanuel Macron n'est pas parfait, mais il y a un acharnement contre lui. Ah oui, ça c'est scandaleux. Mais on est des millions en France à s'offusquer contre ça. Enfin, ce président, il est ce qu'il est, mais il a quand même fait pas mal de choses pour notre pays. Entre autres, pour nous, les restaurants, les traiteurs, tous les gens qui sont dans l'alimentaire, s'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui on serait mort, on aurait disparu. Et pour la réforme des retraites, moi je dis, pourquoi tous les pays ont réformé leurs retraites et nous on est à 64 ans, on s'obstine à 62 ans. Mais on sait très bien que dans 10 ans, on va dire à nos enfants et petits-enfants, il faut réformer. Et là, ça sera encore plus dur. Là, on passera à 68 ans. Regardez l'Espagne. L'Espagne est à 67 ans. On va y revenir sur l'Espagne, effectivement. L'Espagne est à 67 ans et l'Italie aussi. Ben oui. Mais moi, ce président, on lui tape sur la tête tous les jours. Vous trouvez qu'il a changé, Eric? Vous trouvez que dans son comportement, dans son attitude? Mais je pense que, en fait, il est tellement attaqué que dès qu'il sort un peu qui va en face du peuple, on voit bien qu'il a des problèmes, c'est sûr. Mais dans sa situation, je pense que ça serait pareil pour nous, quoi. Mais quand on parle de Macron, mais regardez Hollande. Hollande, il a fini à combien de popularité? Non, il était plus impopulaire, Hollande, que Macron ne l'est aujourd'hui. Mais Sarko aussi. Chirac aussi, mais on n'aime pas les présidents en France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, Eric, remarquez, Eric, c'est vrai qu'il a agi pour certains, notamment pendant la crise du Covid. Le quoi qu'il en coûte était moi je pense que ça a été un succès, non? Qu'est-ce que de sa politique non? Oui, non. Jean-Claude Maillet, vous-même aussi, vous le reconnaissez. Ça a été très large. Effectivement, ce que dit Eric, il a tout à fait raison. S'il n'avait pas eu le quoi qu'il en coûte, etc., il aurait fermé la boutique, quoi. Bon, voilà. Quand je dis ça a été très large, vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui ont utilisé les aides sans en avoir besoin. C'est ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. Bon, voilà. Mais il fallait faire, il a fait. Ça, c'est évident. Non, mais il y a. Moi, je considère qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle une colonne vertébrale idéologique, en fait, quoi. Bon, savoir que demandent les gens, mais Macron ou un autre, demandent les gens, c'est où on va, où on veut nous emmener. Et ça, personne ne voit clair aujourd'hui sur où on veut nous emmener. Et après, il y a un problème de méthode. Sans parler du fond, il y a un vrai problème de méthode. La démocratie, c'est le droit de vote, certes, c'est important, etc. Mais c'est aussi la démocratie sociale. Il y a deux jambes pour avancer. Il y a l'économique, le politique et le social. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a un manque de respect, il y a un schisme. Jean Garrigue. Moi, il n'y a pas longtemps, l'historien, on va dire, politique que je suis, j'ai fait une tribune dans Le Monde où je disais, mais oui, il y a une légitimité institutionnelle, il est président de la République, il ne faut pas contester cette légitimité. Le processus, même ce qui s'est passé à l'Assemblée, le 49-3, bon, c'est légitime, mais au-dessus de cette légitimité-là, et là c'est quelque chose d'historique en France,
particulièrement en France, il y a une autre légitimité qui est celle du peuple, la légitimité de la souveraineté populaire. C'est légitimité populaire. Au-dessus de nos institutions, il y a ça. Et on ne peut pas gouverner sans le peuple, on ne peut pas gouverner sans écouter le peuple. Et là, dans cette crise, il nous a montré tous les signaux de d'une forme de cécité, de surdité. C'est tout à fait incroyable. Et ça vient corroborer cette image, comme le disait Jackie, c'est une image qu'il a depuis le début d'un président qui est hautain, qui représente une caste. Est-ce qu'il n'a pas fait, dans cette affaire, une erreur d'estimation, une erreur de jugement, et ne se retrouve-t-il pas aujourd'hui coincé, justement, dans son erreur de jugement, sans pouvoir bouger, finalement, prisonnier de ses choix? Je pense qu'il y a quand même une tactique macroniste. Si vous reprenez ce que dit le président à ses ministres, il leur dit « faites des choses qui se voient ». Il faut que les gens voient. Sa méthode, elle n'est pas stratégique, mais elle est extrêmement tactique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Claude Maillet. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a géré la crise du Covid et il s'est installé dans la tête des gens, dans le poste des gens comme chef de guerre. Et donc il a dit, puisque je fais ça, je ne fais pas campagne, vous allez me réélire. Vous voyez ce que je suis capable de faire. Deuxième étape, il a dit, c'est bon, on a suffisamment discuté sur les retraites, donc maintenant, je ne vais pas discuter avec les représentants du syndicat parce que j'ai fait le quoi qu'il en coûte. J'ai sauvé tout le monde, ça nous a coûté des centaines de milliards, donc cette réforme des retraites, elle va passer sans discuter. Donc cette tactique-là, elle est quand même extrêmement bien installée. Après, je suis d'accord avec vous, elle fout le feu à la France, mais je pense que dans ce qu'il exprime et la manière dont il agit, il est complètement là-dedans et il le fait. Oui, mais et vous ça, l'avez vu à travers. Et Éric le sent bien d'ailleurs. À travers le témoignage d'Éric, vous l'avez vu, il y a entre 25 et 30% des Français qui le soutiennent totalement et fermement. Et pour la crise du Covid, pour la posture de chef de guerre. Ça, il le sait. Ça, il le sait. Et c'est ceux qui lui ont permis d'être élu président. Ça a été sa base électorale. Évidemment. Le reste, c'est fait évidemment. D'autant plus qu'il vit dans une situation politique, un paysage politique où il n'y a pas d'opposition. Enfin, d'opposition majoritaire. Je veux dire, il y a toutes les oppositions, mais il n'y a pas une opposition. Donc, évidemment, c'est évidemment plus facile pour lui. L'opposition aujourd'hui, c'est une grande partie du peuple. C'est une grande partie des Français, c'est ça son opposition. C'est plus politique son opposition. Mais ça fait du monde. Mais ça fait du monde quand si on regarde les. Non, mais je suis d'accord avec Jacques Isabello. Mais c'est de la tactique, ça. C'est de la tactique. C'est pas une vision, c'est pas un projet. Voilà. Mais ce dont les gens. C'est vrai qu'il joue sur la désagrégation totale des contre-pouvoirs. Je veux dire, l'Assemblée a donné un spectacle pitoyable depuis. C'est sûr. Elle est tripartite, donc elle est quasiment ingouvernable. Et quand je dis tripartite, même quadripartite, parce qu'il y a quand même les Républicains qui eux-mêmes sont divisés. Vous avez les partis politiques complètement affaiblis, qui ne jouent plus du tout leur rôle d'intermédiaire avec le pouvoir. Les syndicats qui se sont un tout petit peu réévalués grâce à la crise, mais enfin qui sont comme si en perte de vitesse et en tout cas qui n'ont pas la place qu'ils ont dans d'autres pays. Donc lui, il joue complètement sur cette absence de contre-pouvoir et il instaure une relation comme ça de verticalité totale. Est-ce qu'il a réussi, parce que c'est la grande question, à ouvrir un dialogue entre lui et le peuple? C'est la grande question. Il n'a pas réussi. C'est la grande question. Vous avez raison, parce que c'est un grand paradoxe. Souvenez-vous du grand débat national qui suit les Gilets jaunes. On se dit, il est capable d'aller voir les Français, de leur parler, etc. Mais ça prend pas. Ça prend pas. Ça n'a pas pris. Et le grand débat, c'était avec des Français, bien sûr, mais c'était avec des élus. C'était des élus municipaux. C'était pas. Là, quand il dit hier, dans son déplacement, ça ne m'empêche pas, la crise, les problèmes ne m'empêchent pas d'aller à la rencontre des Français. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne peut pas aller à la rencontre des Français. Voilà, bien sûr. Quand on voit les images, il arrive en hélico, il a quelques élus derrière, mais c'est pas les Français, quoi. Je veux dire, il peut pas. Il y a un vrai problème. Mais à l'époque des Gilets jaunes, c'est là où il y a une évolution. C'est intéressant aussi de réfléchir à cette évolution. Par rapport aux Gilets jaunes, ils pouvaient encore, je pense, aller discuter, dialoguer avec les Français, se mettre au milieu d'une place publique, l'Agora. Rappelez-vous en Haute-Loire, la préfecture a flambé quand il a fait ça. Oui, mais il avait encore du grain à moudre. Aujourd'hui,
comment faire? Il ne pourrait plus. Est-ce qu'il pourrait? Enfin, moi, j'ai une analyse là-dessus sur son... Parce que quand il a été élu, il y a eu la première discussion avec les syndicats, ça a été sur ce qu'on appelle les ordonnances Macron, le droit du travail, etc. Il y a eu à l'époque... Bon, il n'a pas de culture du dialogue social, c'est pas le seul. Hein, bon. Donc, mais il avait accepté qu'on mette tout sur la table, qu'il n'y avait pas de tabou. Comme là, il y a un tabou sur l'âge. Bon. Et il y avait une vraie concertation, pas avec lui, on l'avait vu quelques fois, mais c'était surtout avec la ministre en charge du dossier. Donc on peut pas dire que là, il n'y a pas, tout au début, qu'il n'y a pas eu une vraie concertation. Ensuite, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Et lui est persuadé que seul lui a pu sortir de la crise avec le grand débat. Heureusement qu'il était là, quoi, d'une certaine manière. Après, il y a eu la réforme de la SNCF. Rappelez-vous, il y a eu des grèves, etc. Il passe la réforme du statut. Et là, il se dit, je peux tout faire. Voilà. Et j'ai même plus besoin de discuter avec les syndicats. Mais c'est là que c'est dangereux, parce que quand vous avez politiquement la situation que l'on connaît, certains partis à la ramasse, les extrêmes qui montent, etc., et que vous coupez aussi des organisations syndicales. Imaginez demain, vous ne pouvez pas discuter avec les Gilets jaunes, ils n'ont pas de représentants. Donc ça veut dire que c'est le monarque républicain, quoi, tout seul, qui veut s'adresser au peuple, mais il ne peut plus s'adresser au peuple, parce que une bonne partie de la population sur les retraites, en tous les cas, 70% sont d'accord avec les syndicats, 94% des salariés sont contre. Après, on peut discuter du fond, c'est autre chose, mais la méthode, franchement, elle est incompréhensible. Oui, et puis c'est la personnalité aussi, parce que je pense qu'il peut avoir de l'empathie. Je suis pas tout à fait... Moi, je pense qu'il peut avoir de l'empathie, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas l'exprimer, cette empathie. Alors, il est incapable de l'exprimer. Exactement. Pourquoi? Ça tient à sa personnalité. À sa personnalité, à son parcours. On en parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a tout réussi. Oui. Voilà. Et puis quelqu'un qui est aussi quand même le représentant d'une caste. Il l'incarne. Peut-être à son corps défendant, parce que on sait bien que c'est quelqu'un qui a aussi d'autres intérêts dans la vie, intellectuels, philosophiques, littéraires, théâtraux, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, il incarne ces corps privilégiés, si vous voulez, ces grands commis de l'État qui ont une vision extrêmement intellectuelle et refermée de la politique. Il est 11h45, une dernière pause et nous terminons ce débat passionnant à toutes ces... Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h49, nous terminons. Je voudrais revenir sur l'Espagne. Juste 67 ans, donc. Regardons la loi qui a été approuvée. D'abord, il y a eu une recherche du compromis avec les syndicats. C'est un gouvernement de gauche en Espagne, hein, il faut le savoir. Hausse des cotisations. On pourra partir à la retraite en Espagne à 65 ans si on a 38 ans et 6 mois de cotisation à la retraite pleine. Et il faut savoir aussi que pour que cette réforme soit adoptée et acceptée par la gauche, il y a une augmentation des cotisations sur les revenus les plus élevés et une hausse de la contribution des employeurs au fonds de réserve des retraites. Hein. Tout cela, c'est une réforme globale, évidemment. Il faut savoir aussi qu'il y a une augmentation des pensions qui a été votée, plus 8,5%, mais les pensions en Espagne sont en moyenne beaucoup plus basses qu'en France. Il faut prendre tous ces paramètres en compte. Jean Conveil. Oui, non, mais les comparaisons sont toujours... faut faire attention sur les comparaisons. On ne peut pas se contenter de dire en Espagne c'est 67, en Allemagne ça va être 67, etc. En fait, il y a 3 âges qui comptent. Il y a l'âge... Je prends le cas de la France, il y a 62, aujourd'hui, c'est 62 ans l'âge à partir duquel vous pouvez partir si vous avez toutes vos annuités. Alors bientôt ce sera 43. Après vous avez l'âge 67 ans. On oublie toujours de le dire, mais en France, si vous n'avez pas toutes vos annuités, à 67 ans, vous pouvez partir à taux plein. Vous n'avez plus de décote. Mais 67 ans, ça existe déjà en France. Et après, il y a l'âge moyen de départ des gens. Aujourd'hui, l'âge moyen de départ, il est à 63 et quel 63,4. Voilà. 63,4, 63,7. Donc, c'est ces 3. Alors, si vous regardez l'Espagne, effectivement, ce que vous dites est juste. Mais vous l'avez dit, vous pouvez partir à taux plein après 38 années de cotisation. Oui, 38 années et 6 mois. Oui, en France, on arrive bientôt à 43. On a joué moins sur l'âge, plus sur la durée. Mais les deux conduisent à retarder l'âge de départ. Évidemment. Donc il faut faire attention, les comparaisons n'est pas toujours... Alors la parenthèse est refermée. Revenons à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, est-il en train de s'enfermer ? Franchement, est-il en train de
déjà terminé son second mandat. Parce que, en tout cas, comment gouverner? Il se met dans une position très difficile parce qu'il est contesté évidemment par les 2 tiers de l'opinion. Il est contesté par les syndicats. Et de quelle manière? Il est contesté par toute l'opposition, tous les opposants politiques, même la main tendue, enfin les tentatives de compromis avec les Républicains aujourd'hui. Ça marche moyen. Comme ça marche moyen. Il est contesté aussi, on le sait moins, mais on s'en est aperçu quand même pendant la crise, par une partie des députés d'ensemble. Il est un petit peu lâché par Édouard Philippe, qu'on n'a pas tellement vu dans cette crise. Donc, le roi est nu quand même. Je veux dire qu'il y a un isolement politique, moi, qui me fait penser un peu à ce qui était arrivé à Valéry Giscard d'Estaing à la fin de son... Alors, il avait duré que 7 ans, Giscard, mais à l'époque... C'était 7 ans, à l'époque. Ce président qui, au départ, voulait regarder la France au fond des yeux, qui désespérément essayait de se rapprocher des Français, qui avait fait des réformes, et qui a terminé en une forme d'isolement. Oui, mais 7 ans, dangereux. Il était... Au bout de 7 ans, Emmanuel Macron ne gouverne que depuis 5 ans. Ah oui. Moi, je pense qu'il a encore un agenda. Il ne faut pas oublier, oui. Je pense qu'il a encore un agenda. Je voyais récemment mes anciens petits copains de cabinet. On est tous tombés d'accord, alors que ça n'arrive jamais, en se disant, quand même, si on regarde les choses, il continue de fracasser les Républicains. Les grands perdants de la séquence retraite, c'est les Républicains. Si demain on dissout, qu'est-ce que fait cet électorat? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on est tous persuadés d'une chose, c'est que finalement, il n'a pas rénové la politique, il a compris. Il sait qu'il est une fin de cycle et que la fin de cycle, elle risque de mettre au pouvoir quelqu'un dont les dictionnaires diront que c'est lui qui l'a mis en place. Et il est obsédé par ça. Il est totalement obsédé par ça. Et donc, il se dit une seule chose, je ne veux pas que Marine Le Pen me succède en tant que présidente de la République. Et donc, dans ce qu'on lit comme ça, ces espèces de signaux faibles, c'est d'arriver petit à petit à une dissolution qui le contraindrait à mettre quelqu'un qui est aux extrêmes, Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre. Et on sait très bien que 3 ans de cohabitation, quand on n'a jamais gouverné, ça vous essort. Et dans ce cas-là, mécaniquement, mais ça, c'est un cynisme absolu. Oui, mais il est cynique à la Mitterrand. Un peu cynique à la Mitterrand. Il faut l'être. Quand vous dites les yeux dans les yeux à François Hollande, mais François, je ne me présenterai jamais contre toi. C'est une séquence cahusakienne, mais dans le bureau de l'Élysée. Il faut avoir un peu de cynisme. Oui, non, mais je ne suis pas en désaccord avec ce qui est dit, sauf qu'il prend un gros risque. Il prend un énorme risque en faisant ça, parce que il est coupé avec tout le monde. Il perd de l'aura au niveau international également. Il ne faut pas l'oublier, au niveau européen, au niveau international, avec un voyage en Afrique qui a été raté, etc. Donc, lui qui était présenté... Or, il adore ça et mais il était présenté comme l'homme moderne, le jeune de l'Europe, le leader de l'Europe. C'est fini, ça, d'aujourd'hui. Bon. Donc, il prend, selon moi, de très gros risques. Après, lui pense que s'il bouge sur les retraites, il ne pourra plus rien faire derrière. Mais moi, je pense qu'il se trompe. C'est le contraire. C'est le contraire. S'il bouge sur les retraites, il pourra continuer. Il sort grandi. Est-ce que s'il bouge sur les retraites, il sort grandi? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Alors après, vous savez, dans un conflit, l'idéal dans un conflit, c'est que tout le monde, personne ne soit humilié. Bon, par exemple, je prends un exemple de ce qu'il pourrait faire, mais je ne dis pas qu'il va le faire, je n'ai pas le sentiment. Il pourrait très bien dire, bon, tout le monde est d'accord pour dire que le travail c'est important, même moi je l'ai dit, puisqu'on va lancer un cycle sur le travail, etc. Alors ok, on se réunit autour de la table, tout est sur la table, les travails, les retraites, et je suspends la réforme des retraites jusqu'à temps qu'on ait fini les discussions. Il pourrait faire ça. Il pourrait tout à fait. Il pourrait faire ça, mais je suis pas sûr. Il pourrait même d'ailleurs s'appuyer sur d'éventuelles invalidations d'articles de la loi par le Conseil constitutionnel. Évidemment. Voilà, même si c'est pas une invalidation globale de la loi, mais voilà, il y a ces articles-là ne correspondent pas véritablement à l'esprit de la loi que je voulais faire. Rediscutons-en et incluons ça dans ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs en préliminaire, c'est-à-dire un grand débat sur le travail avec les acteurs sociaux. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on va parler du Conseil constitutionnel juste après, justement, du rôle du Conseil constitutionnel et de ce temps mis par le Conseil constitutionnel pour décider. Peut-être joue-t-il le temps.
Peut-être pense-t-il que le temps joue pour lui, en se disant il perdrait quand même de son autorité. Politiquement, pour pacifier, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais sur son électorat, et cet électorat de droite, dont il va attirer une large partie, les Républicains, là, cette réforme qui n'a pas été votée par les Républicains, ça va être dévastateur dans leur électorat. C'est un marqueur, le travail, la retraite. Si lui, il décide de faire autrement, sur son électorat, ce serait également dévastateur. Oui, mais sur l'objectif fondamental que tu as eu raison de mettre en valeur, c'est-à-dire affaiblir le Rassemblement national, ne pas permettre à Marine Le Pen d'être élue en 2027, là il fait exactement le contraire. Parce que s'il y a bien une force qui va sortir renforcée par cette crise, en tout cas elle l'est dans la séquence parlementaire, elle l'est déjà, c'est le Rassemblement national et c'est Marine Le Pen. Donc là il est complètement à contrario d'abord de ce qu'il avait dit en arrivant en 2017. Il nous disait, avec moi, vous allez voir, il n'y aura plus aucune chance d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Il est en train de conduire exactement à l'inverse. Mais Jean, toi qui es historien, tu sais que l'autorité, c'est toi-même qui as dû expliquer dans un bouquin que quand Churchill décide de faire les Dardanelles, c'est absolument dévastateur. Des centaines de milliers de personnes. Mais c'est le rôle d'un chef et de l'endosser. Donc à un moment, le chef, il faut qu'il chef. Et s'il abandonne cette autorité en race campagne, pour son électorat et en tout cas ses ambitions, c'est compliqué. Comme il ne se représentera pas, ça c'est humain, lui ou un autre. Mais il reste 4 ans. Oui, il reste 4 ans, d'accord, mais plus le temps va passer, plus il va perdre de l'autorité. Mais ça, c'est parce qu'il ne se représente pas. On commence déjà à dire, un tel machin sera le candidat, etc. Donc l'autorité, il va la perdre progressivement, d'une manière ou d'une autre. Après, moi, je considère qu'il joue avec le feu. S'il avait un dialogue social, parce que c'est bien gentil, mais demain, supposez, il ne bouge pas. Ça ne va pas se raccommoder comme ça du jour au lendemain avec les syndicats. Vous savez ce qui perd, c'est l'autorité morale. Oui. Et ça, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Bien. Messieurs, merci d'être venus nous voir. C'était passionnant, évidemment. 11h58. On va parler du Conseil constitutionnel dans un instant, juste après les infos, avec Jean-Philippe de Rosier, qui est juriste spécialiste de droit constitutionnel. Jean-Jacques Bourdin. 14 avril. Tout le monde a cette date en tête pour ceux qui suivent l'actualité et qui suivent la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que le 14 avril, le Conseil constitutionnel décidera. Voilà. Bon, nous allons en parler. Comment fonctionne le Conseil constitutionnel ? Qui siège au Conseil constitutionnel ? Comment les membres du Conseil sont-ils choisis ? Nous allons en parler avec Jean-Philippe de Rosier, qui est juriste, qui est spécialiste de droit constitutionnel et qui est notre invité ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Mais auparavant, nous sommes le 1er avril demain. Pas de poisson aujourd'hui. Fin de la trêve hivernale demain. Revalorisation des allocations chômage et des prestations sociales. Quelques changements à l'occasion du 1er avril, Félix Mathieu. Et oui, après 5 mois de trêve hivernale, les expulsions de locataires qui ont des arriérés de loyer peuvent reprendre. Quelques coups de pouce du côté des aides sociales. Les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées d'1,9% le 1er avril. Un coup de pouce exceptionnel pour raison d'inflation. Du côté du RSA aussi, ou de la prime d'activité, les allocations familiales vont augmenter d'1,6%. Pour ce qui est des banques, pour ceux qui voudraient par exemple emprunter pour acheter, le taux d'usure qui fixe la limite des nouveaux crédits sera relevé au 1er avril de 4% à 4,24% pour les prêts immobiliers à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus. Si vous êtes déjà propriétaire mais d'une passoire thermique, sachez que MaPrimeRénov' subventionnera moins de choses désormais à partir de demain. Le dispositif destiné à la rénovation énergétique ne subventionnera plus certains projets destinés aux ménages aux ressources supérieures. Aménagement des combles, isolation des toits terrasses, isolation des murs par l'extérieur ou l'intérieur. Tout cela ne sera plus subventionné par MaPrimeRénov'. L'État met fin aussi au bonus de 1 000 € jusqu'ici versé pour le remplacement d'une chaudière au fioul ou à gaz, remplacé par un équipement d'énergie renouvelable. Fin de ce bonus. Il devait initialement s'arrêter en 2022, mais il avait été prolongé de 3 mois supplémentaires. Et puis attention aussi, si vous prenez la voiture pour travailler, vous avez plus que quelques heures pour demander l'indemnité carburant. Vous pouvez plus la réclamer après minuit ce soir. Bien, il est 12h10. Merci d'être avec nous. Je vois une première déclaration de Sophie Binet, qui est la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Que dit-elle ? L'intersyndicale unie rencontrera Elisabeth Borne pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Voilà. Bon, c'est clair, il y aura une rencontre. Nous verrons ce que ça donnera mercredi prochain. 12h09.
En attendant, nous allons parler du Conseil constitutionnel. Tout le monde attend la décision. Eh bien, nous allons en parler. Nous allons parler du fonctionnement du Conseil constitutionnel avec Jean-Philippe Derosier. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Voilà que l'on parle beaucoup du Conseil constitutionnel. Les Français avaient une idée un peu vague de ce qu'était le Conseil constitutionnel. Et puis, nous lisons partout maintenant des présentations du Conseil constitutionnel. Certains parlent abondamment dans les médias des décisions que pourrait prendre le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, comment fonctionne-t-il? Jean-Philippe Derosier est avec nous, professeur de droit constitutionnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Conseil constitutionnel, 9 membres. 9 membres, absolument. 9 membres. Qui sont choisis comment? Alors, ils sont choisis, ils sont nommés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, à raison de 3 tous les 3 ans. C'est-à-dire que le Conseil se renouvelle par tiers tous les 3 ans, parce que le mandat dure 9 ans. Et chacune des autorités de nomination est libre de choisir qui il veut. Il n'y a aucun critère, aucune obligation dans le choix de la personne. En revanche, une fois que la personne est ainsi pressentie avant sa nomination, elle est auditionnée par les assemblées parlementaires, par la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, cette audition est publique, elle est retransmise, et donc on voit un petit peu de quelle personnalité il s'agit. Tout cela pour dire qu'il peut choisir qui il veut, mais s'il choisit une personnalité qui est absolument incompétente... Mais si la commission des lois dit non au choix... Alors, si la commission des lois dit non, elle peut dire non, elle peut s'y opposer à la majorité des 3/5. C'est ce qu'on appelle les 3/5 négatifs. Elle ne doit pas voter pour, elle peut simplement s'y opposer. Et donc, si 3/5 des membres de la commission s'opposent à la nomination ne peut pas avoir lieu. Et ça ne s'est jamais produit pour une nomination au Conseil constitutionnel, mais c'est quand même un pouvoir assez important parce que il y a là effectivement une audition transparente qui met un petit peu les choses sur la table et qui teste la personnalité présentée. Je vous dis ça, Jean-Philippe Derosier, parce que on l'a entendu, on l'a lu, il y a une forme de contestation politique de certains membres du Conseil constitutionnel. J'ai lu, ce sont des membres qui ont été nommés par des hommes de droite, donc ce sont des membres de droite, anciens ministres, notamment anciens premiers ministres. Donc, alors, vous voyez premièrement, il ne faut pas généraliser. Certains ont été nommés par des hommes de droite, d'autres ont été nommés par des hommes de gauche. François Hollande a nommé Laurent Fabius, Claude Bartolone a nommé Corinne Luquiens, l'un comme l'autre étaient des hommes de gauche. Bon, ça c'est un premier point, il ne faut pas généraliser. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de garanties qui affectent le statut des membres du Conseil constitutionnel, la durée du mandat, leur incompatibilité avec toute autre chose, c'est-à-dire qu'ils se dédient pleinement à ce mandat-là, ou à cette fonction. Ils ne peuvent pas être renouvelés, donc le caractère non renouvelable. Et très souvent, ce sont des personnalités qui ont déjà une certaine carrière derrière eux et n'ont plus grand-chose à espérer. Et donc tout cela participe de leur indépendance, de ce que Robert Badinter avait appelé, lorsqu'il avait été nommé par François Mitterrand, son devoir d'ingratitude. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être redevables à l'autorité de nomination parce qu'ils n'ont plus rien à espérer de cette autorité de nomination, ils n'ont plus de compte à rendre. Donc ils gagnent leur indépendance en entrant au Conseil constitutionnel. Absolument. Alors je n'ai jamais siégé au Conseil constitutionnel, je n'ai jamais participé à un délibéré, mais d'après les informations dont j'ai pu avoir connaissance, il n'y a pas de politique au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel statue en droit et il n'y a pas de majorité politique à gauche ou à droite. Il examine une question de droit. Donc ce procès la Constitution est un faux procès. Est totalement infondé. Je ne dis pas que marginalement, il y a pu y avoir des incidents, des dysfonctionnements. On cite souvent l'exemple de Roland Dumas qui avait validé les comptes de Jacques Chirac et Édouard Balladur. Alors premièrement, ça a presque 30 ans. Deuxièmement, il n'y a pas eu beaucoup de membres qui se sont fait virer du Conseil constitutionnel. Roland Dumas est le seul. Donc ça montre bien qu'il y avait là, effectivement, un problème. Il a été poussé par la sortie en raison d'un certain nombre d'affaires. Donc oui, il y a, comme partout, des dysfonctionnements. Mais je ne pense pas qu'il y ait de la politique au Conseil constitutionnel. Aux fonctionnaires de l'État, statut particulier, un membre du Conseil constitutionnel, évidemment rémunéré.
Oui, absolument. La rémunération fait partie de l'indépendance. Parce que si on n'est pas rémunéré, on va chercher de la rémunération ailleurs. Il faut bien vivre. Et par conséquent, lorsque l'on a une bonne rémunération, on n'a pas besoin d'aller chercher cette rémunération ailleurs. Et on évite tout conflit d'intérêts potentiel. Et ça participe donc de l'indépendance également. Bon, alors, donc rémunéré et avec un temps de travail, comment ça fonctionne? Alors, il y a eu une réforme très importante de la Constitution en 2008 qui a introduit une grande nouveauté pour le Conseil constitutionnel. C'est ce que l'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui, pour dire les choses assez simplement, permet aujourd'hui à n'importe quel justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur, ce qui n'était pas possible auparavant. Et donc cela, inévitablement, a alourdi un petit peu le travail des membres du Conseil constitutionnel, qui avant étaient occupés une fois tous les 5 ans lorsqu'il y avait les élections, puisque le Conseil constitutionnel est juge électoral, et puis pour une vingtaine d'affaires par an lorsqu'il jugeait la constitutionnalité de la loi. Là maintenant, il travaille beaucoup plus régulièrement. Il y a des sessions, des audiences publiques tous les mardis matins. Il y a généralement, classiquement, des délibérés le jeudi. Alors là, par exemple, sur la réforme des retraites, est-ce que le public pourra aller assister? Non. Non, parce qu'on est dans le cadre du contrôle a priori. Et dans le cadre du contrôle a priori, ce n'est pas un procès. Donc les règles du procès équitable, et notamment de la publicité des audiences et des débats, ne s'appliquent pas. Il n'y a pas d'audience en réalité. Alors il y a cette rencontre dont la presse a parlé, qui a lieu le 4 avril prochain, où un certain nombre de parlementaires vont aller rencontrer les membres du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas forcément grand intérêt. C'est assez nouveau. C'est notamment la France Insoumise qui se lance dans cette initiative de multiplier ce type de rencontres. Bon, ça permet effectivement peut-être de porter quelques arguments, mais ça permet surtout de faire un petit coup de com' de la part des parlementaires. Et donc peut-être un peu de pression sur les membres. Alors peut-être que c'est peut-être ce qu'ils cherchent à faire. Je ne suis pas sûr que ce soit bienvenu. Je ne suis pas sûr que les membres s'y laissent prendre. D'ailleurs, en général, dans ce type de rencontre, ce n'est pas l'ensemble du Conseil constitutionnel qui rencontre les parlementaires en question, mais soit seulement le rapporteur, soit le rapporteur et 1 ou 2 autres membres. Et donc c'est plus un échange sur les mémoires qui ont pu être ainsi déposées dans le cadre de la requête. Bien, je ne vais pas vous interroger sur le fond, sur le travail du Conseil constitutionnel sur cette réforme des retraites, ni sur le référendum d'initiative partagée. D'autres le font, vous le déplorez d'ailleurs. Je le déplore absolument, je le déplore parce que je pense que je pense que d'une part on peut tout à fait avoir des arguments à porter, mais il faut alors les porter devant le juge et pas forcément dans l'espace médiatique public, pour une raison très simple, c'est qu'une décision de justice, elle ne s'annonce pas, elle se commente, et donc une fois qu'elle est rendue, effectivement, là on peut l'analyser, la décrypter, l'expliquer, la critiquer le cas échéant, mais il ne faut pas, je pense, exercer une forme de pression dans l'espace public, dans l'espace médiatique, sur une institution qui doit être indépendante. Je vais en citer un, Dominique Rousseau, qui régulièrement s'exprime aujourd'hui sur ce que pourrait décider le Conseil constitutionnel concernant cette réforme des retraites. C'est faire pression sur le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a une volonté par certains parce qu'il faut qu'il soit absolument étanche à toutes les pressions, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans cette affaire-là qui nous occupe, quoi qu'il décide, premièrement, constituera un précédent, parce qu'on est dans quelque chose de tout à fait exceptionnel et inédit, et deuxièmement, quoi qu'il décide, il sera critiqué, parce qu'il y a les partisans de la réforme qui, s'ils censurent, le critiqueront, et puis il y a les partisans du rejet de la réforme que, s'ils valident, le critiqueront. Et je pense que lorsque l'on plaide ainsi dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans un sens ou dans un autre, en réalité, on alimente cette crispation politique par des arguments de droit dont est supposé se saisir le Conseil constitutionnel. Et donc je pense que c'est effectivement nourrir cette pression politique sur le Conseil constitutionnel sous le sceau de la légitimité de l'expert, et je ne crois pas que ce soit son rôle. Bien, le Conseil constitutionnel décidera le 14 avril. Est-ce que le délai vous paraît normal, logique, pour examiner ces requêtes? Il aurait pu être un petit peu plus long, puisque le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars et il dispose d'1 mois, donc il aurait pu statuer le 20 avril. Il décide d'avancer un petit peu. Ce n'est pas surprenant. Disons qu'on est dans le délai, dans la moyenne des délais qui s'appliquent au Conseil constitutionnel. Il aurait fait
plus vite que le 14 avril, on aurait pu clairement y voir une pression de la part du gouvernement. Là, il prend ses responsabilités, et puis il a un agenda lui-même à organiser entre certainement d'autres affaires, peut-être des considérations plus personnelles des membres. On va rentrer dans une période de vacances, et ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont le droit aussi à un petit temps de repos. Combien de personnel au Conseil constitutionnel? C'est une petite maison. C'est une petite maison qui, en tout et pour tout, incluant tout le staff, si j'ose dire, ne va pas au-delà d'une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes, oui. Bien. Alors, je ne vais pas entrer encore une fois dans la constitutionnalité de la loi de finances rectificative de la sécurité sociale. C'est ce que examine le Conseil constitutionnel, qui examine aussi la demande de référendum d'initiative partagée. C'est aussi son rôle. Absolument. Ça aussi, c'est une innovation de la révision constitutionnelle de 2008, qui avait été initialement envisagée comme un renforcement de la démocratie, donc un instrument au service du peuple, ce qu'il reste bien sûr, mais il est devenu, et ce n'est guère surprenant, un levier de l'opposition, parce qu'on a vu que à chaque fois qu'il avait été mobilisé, c'était pour permettre à l'opposition, c'est-à-dire à une minorité de parlementaires, de manifester une hostilité, une opposition à une politique ou à une loi qui est en cours d'examen ou qui vient tout juste d'être adoptée avant qu'elle soit promulguée, puisque ce RIP, ce référendum d'initiative partagée, ne pourrait pas porter sur une loi qui vient d'être promulguée. Or là, la loi de finances rectificative n'est pas encore promulguée, comme vous l'avez très bien dit, puisqu'elle est à l'examen du Conseil constitutionnel. Et donc, pour valider la recevabilité de ce référendum, de cette proposition de loi référendaire, le Conseil constitutionnel doit en examiner la constitutionnalité. Alors, le Conseil constitutionnel donnera son avis sur sa décision. Oui, c'est vrai, c'est pas un avis. C'est pas un avis, c'est une décision. L'avis, c'est le Conseil d'État. Absolument. La décision, c'est le Conseil constitutionnel. Grande différence. Si le Conseil constitutionnel valide ou tout le texte ou une partie du texte, le président de la République est obligé de promulguer la loi après. Non, il a encore une ultime prérogative constitutionnelle qui est de demander une nouvelle délibération s'il le souhaite. C'est le deuxième alinéa de l'article 10 qui prévoit la promulgation. Alors ça ne s'est pas produit très souvent, ça n'a été utilisé qu'à 3 reprises depuis 1958, à une fois en 1983 par François Mitterrand, pour en réalité écarter une loi qui n'avait plus lieu d'être promulguée, parce qu'elle programmait l'exposition universelle qui n'était finalement plus organisée en France, et donc il a demandé une nouvelle délibération pour que la loi puisse mourir. Ça peut être une solution à une crise politique intense, en disant soit on va réexaminer la loi, soit je demande cette nouvelle délibération et puis je ne l'inscris plus à l'ordre du jour, comme ça elle meurt de sa belle mort. Je ne dis pas que c'est l'hypothèse la plus probable, mais en tout cas, pour répondre à votre question, le président de la République n'est pas obligé de promulguer la loi. Il peut, mais en général, la loi est promulguée. En général, la loi est promulguée. Elle est validée. Parce que c'est une validation, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel examine, décide et peut faire soit une conformité totale, auquel cas la loi est validé, comme vous dites, soit une non-conformité partielle. Il supprime quelques articles. De lui-même, il supprime quelques articles. Il censure des articles, il va dire tel et tel article sont contraires à la Constitution, et s'ils sont détachables du reste du texte, c'est-à-dire si le reste du texte peut vivre sans cet article, alors le reste du texte peut être promulgué, ou alors il censure la loi dans sa totalité, c'est une non-conformité totale, et là, pour le coup, la loi ne peut pas être promulguée. Eh bien, merci à vous d'être venu nous voir, Jean-Philippe de Rosier. Merci, parce que c'est passionnant, hein. Je vous dis tout de suite, ça paraît... Mais je reviens quand vous voulez. C'est très très pour gentil. Vous continuez à parler du Conseil constitutionnel. Ça paraît très rébarbatif, mais c'est finalement passionnant. Il est 12h26. Souvent, hein, dans la vie. Il est 12h26 quand on est un peu curieux, c'est sûr. André Berkoff.